Bonsoir, bienvenue dans Classico, votre émission foot du lundi soir sur Radio J. Vous pouvez nous suivre sur radioj.fr et sur l'application Radio Player France. Classico, toujours en mode euro, avec un carré magique estival ce soir en cours de formation, vous allez le comprendre. En cette fête de la musique, il rêvait de jouer du piano debout, mais la vie est mal faite. Bonsoir Benjamin Krief. Ça, c'est une bonne blague d'introduction. Tout à fait, bonsoir à tous, bonsoir la France, bonsoir le Portugal. Elle est la touche portugaise de cette émission, mais elle arrivera tout à l'heure. Rosine de Matos, donc je passe sur sa présentation. En tout cas, elle sera avec nous dans quelques minutes, j'espère. Et puis, il arpente les couloirs de la République comme Benjamin Pavard le soir des grands matchs. Bonsoir Alexandre Darmon. Bonsoir Steve, bonsoir Ben. Ben, je t'appelle Ben, ça y est. Non, mais on n'est pas amis. Hein, non, mais c'est pour ça, je me suis enflammé. Bonsoir. Merci d'être avec nous, chers auditeurs. Cette émission est également à suivre en vidéo sur la page YouTube de la radio. On compte sur vous pour liker la vidéo et nous accorder les fameux 5 étoiles sur Apple Podcast. Classico, épisode 34. Il a fait chaud, de plus en plus chaud samedi à Budapest et les Bleus ne sont pas passés très loin d'un premier couac dans cet Euro. Un but d'Antoine Griezmann leur a finalement permis de ramener un point d'Hongrie. La France est leader du groupe F avec 4 points devant l'Allemagne et le Portugal ex aequo avec 3 points. Les Portugais que la bande ADD retrouveront donc mercredi à 21h. Un événement que vous pourrez suivre en direct sur Radio J, notamment sur notre page Facebook Live et sur la chaîne Classico Radio J sur Twitch. On va saluer notre premier invité du soir. Bonsoir Thibaut Leplat. Salut Steve, salut les gars. Merci beaucoup Thibaut d'être avec nous. Thibaut, tu es professeur de philosophie, collaborateur régulier à SoFoot et désormais à la revue Afterfoot. Et on salue Rosine de Matos. Rosine, assieds-toi. On t'attendait, merci d'être avec nous, Rosine. Thibaut Leplat, on te doit plusieurs ouvrages sur le football, notamment un récent Guardiola éloge du style paru chez Hugo Sport. Thibaut, c'est quoi le style de l'équipe de France sous Didier Deschamps ? C'est une question, en fait. Pour l'instant, c'est une question dont on n'arrive pas à trouver la réponse. Ça tient en deux maximes, quoi. C'est bloc défensif à l'arrière et puis devant spéculation sur le hasard. Sur le hasard, carrément. C'est ce qu'on appelle la réussite maximale, tous ces synonymes qui sont employés. Si Benzema marque le but sur la passe de Mbappé, on sera en train de parler aujourd'hui des réussites cliniques. Voilà. On voit les mêmes matchs qu'en 2018, simplement cette fois-ci les ballons ne rentrent pas, donc on voit la différence en fait. C'est ce qu'on appelle une spéculation sur le hasard, c'est qu'on estime qu'on va pouvoir maîtriser éventuellement l'imprévu. Et parfois l'imprévu, il est moins prévu que prévu, donc forcément ça fonctionne pas. Messieurs, madame, Rosine et Benjamin Alex, qu'est-ce que vous pensez de l'équation formulée par Thibaut à l'instant ? De manière générale, je trouve que depuis le match de la Hongrie, on est assez dur avec l'équipe de France quand même. Il ne faut pas tout jeter non plus à la poubelle parce qu'ils ont fait un match moyen samedi après-midi. Dans un contexte particulier, j'allais le dire. La chaleur, le fait d'être à l'extérieur avec un stade bondé, la Hongrie qui a mis un vrai impact physique sur le match. Ça, c'est important à dire aussi parce que je crois que c'est là-dessus que les Français ont pêché, c'est dans l'impact physique et dans le combat. C'est pourtant pas une des faiblesses traditionnelles de l'équipe de France. C'est vrai, mais voilà, il y a un contexte, il y a la fatigue, il y a la saison, il y a la pelouse. Il y a l'heure du match, il y a le public, faut le dire aussi, c'est quand même important. Il y a le public. Faisait chaud. Parce qu'on a dit, Thibaut, je pensais que tu faisais sérieux, parce qu'on a dit que la pelouse avait été. Oui, c'est la machine à excuses, on la connaît. Ça avait joué sur la circulation, la vitesse de circulation du ballon. Non, mais Thibaut, en Russie, ça avait été un atout parce que ça permettait justement de ralentir les transmissions adverses, apparemment. Donc cette année, c'est devenu un problème. Donc voilà, c'est la machine à excuses qu'on connaît bien, quoi. C'est vrai, t'as raison, Thibaut. Après, je cède la parole à mes amis. C'est des excuses, t'as raison. Après, je pense pas qu'encore une fois, il faille juger le match le début de l'Euro contre l'Allemagne. Je pense qu'on avait un bon match tactique et donc voilà, ils ont réussi face à l'Allemagne à gagner et à produire un jeu en tout cas intéressant. Donc il n'y a peut-être pas tout à jeter. Alex et Rosine. Non, mais moi je suis un peu d'accord avec Benjamin. C'est qu'on est très dur avec cette équipe de France. Enfin, c'est le deuxième match de l'Euro. Rappelez-vous, en 2018, d'abord il s'est passé plein de choses depuis 2018. Pogba a été blessé la moitié du temps, donc il revient. Matuidi, il est plus là. Il a été monstrueux lundi. Non, mais il a été mardi dernier et là il est moins bon. On perd Matuidi qui était quand même un très gros bosseur au milieu de terrain et qui avait cette faculté à projeter l'équipe vers l'avant. Là, c'est vrai que
le milieu est très bon, mais on manque quand même un peu d'atouts offensifs et on manque de passer un peu de création au milieu de terrain. Bref, il faut prendre un peu de temps. Il y a Benzema qui arrive et qui tout doucement va prendre sa place. On va en reparler tout à l'heure. Donc voilà, c'est un peu le même premier tour qu'en 2018. C'est pas ouf, mais prenons notre temps. Voilà, prenons notre temps. Rosine ? Personnellement, moi, je serais peut-être un peu plus critique que mes camarades, dans la mesure où, moi, ce que je vois depuis le départ, c'est que, contrairement justement à 2018, voire 2016, intrinsèquement, individuellement, l'équipe de France est plus forte. Comme tu l'as dit, on a retrouvé un Pogba qu'on aime voir jouer. Il y a Benzema qui est revenu, mais pour autant, en termes de collectif, ça ne prend pas. Il y a un lien qui manque à un moment. Collectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ce qui est incroyable, quand on prend les stats pures, c'est vrai que offensivement, l'équipe de France a l'une des meilleures équipes qui est aujourd'hui en jeu dans l'Euro. Et pour autant, on a un but contre son camp d'Allemand. Et aujourd'hui, je suis pas d'accord parce que contre mais moi je suis désolée, mais ils se projettent, mais il n'y a pas énormément d'occasions et il manque quelque chose. Il y a un lien qui ne se fait pas collectivement. Ça n'est pas aussi fort qu'avant. Et il y a quelque chose qui manque. Alors je ne sais pas si Deschamps trouvera la solution, si c'est un positionnement tactique ou si c'est juste quelque chose, enfin, cette espèce de lien qu'on aime voir dans une équipe et notamment dans un collectif. Mais aujourd'hui, on ne le voit pas en équipe de France. Alors Thibaut, tu ne le sais peut-être pas, mais nous avons un nouveau sponsor dans cette émission, sponsor d'Ardoise. C'est un événement dans cette émission. Est-ce qu'on a des Je vais vous distribuer une crêpe. Alors non, on est vraiment là, énormément de moyens. Je vais vous demander. Très ému là. Je suis très ému. Thibaut ne l'a pas, mais je vais quand même lui donner la parole entre temps. Je vais vous demander de choisir un mot, un qualificatif, justement pour qualifier la prestation de l'équipe de France contre la Hongrie. Thibaut, tu n'as pas d'ardoise, mais je sais que tu as plein de mots et de concepts philosophiques à ta disposition. Comment tu qualifierais au mieux la prestation de l'équipe de France samedi dernier ? Hasardeuse. On y revient. Benjamin ? C'est bon, ça y est ? Ouais. On met une note sur un dîner presque parfait. Alors, Benjamin, tu Poussif. Poussif. Pourquoi poussif ? Par rapport à ce que je disais, moi je pense que c'est dans l'impact physique surtout qu'ils ont pêché. Je ne suis pas sûr que l'explication tactique soit la clé de tout dans ce match-là. Je pense que, comme je l'ai dit, l'heure du match, le public, l'impact physique, c'est là qu'ils ont été surpris. Voilà. La pelouse. Moi, la pelouse. Il est taquin. Moi, j'ai dit laborieuse. Laborieuse. Ouais, ils reviennent au score, c'est bien, mais franchement, on reste profondément sur sa fin, quoi. Il nous manque quelque chose quand même. Alex ? Et moi je dirais décevant. Il faut d'orthographe. Ouais, mais non. Ah bon ? Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est décevant. C'est sûr que quand t'es l'équipe de France et que t'as ce trio d'attaque, que t'as aussi ces trois milieux de terrain, bah oui, et que t'es champion du monde, forcément, c'est une prestation, on va pas se mentir, qui est décevante. Thibaut, est-ce que finalement on retrouve ces mêmes difficultés de l'équipe de France face aux équipes qui ont un bloc assez bas ? J'ai regardé un peu dans les statistiques. Les dernières défaites de l'équipe de France, c'est contre la Finlande au Stade de France 2-0 en novembre dernier et contre la Turquie en juin 2019 avec à l'époque 0 tir cadré. Est-ce que ça ne va pas nous poser des problèmes dans la suite de la compétition ? Parce que j'imagine que les autres sélectionneurs ont peut-être trouvé là un maillon faible dans cette équipe. Oui, bien sûr, c'est le gros problème de cette équipe, le gros point faible du football selon Deschamps et du football de cette équipe, c'est que dès lors qu'il s'agit d'aligner plus de 4 ou 5 passes et d'entamer une attaque positionnelle ou d'entamer une phase d'attaque placée, l'équipe est complètement désarçonnée, elle ne sait pas comment se placer. Et ça vient d'une idée en fait qui est propre à Deschamps, à ce courant de pensée, qui consiste à penser que les talents offensifs doivent être ensemble et on va leur donner toute la liberté pour qu'ils puissent s'exprimer. Sauf que la liberté sans règles, sans normes, ça sert à rien, ça s'appelle l'anarchie. Donc tu peux rien créer si t'as pas de règles. Avoir trois joueurs offensifs libres, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire pour avoir une attaque qui soit organisée. Le problème des gens, c'est que le collectif est envisagé. Mais la liberté, c'est pas l'absence de contraintes. Je veux pas faire mon philosophe, mais la liberté, c'est pas juste une absence de contraintes. J'ai eu 12 en philo. Moi, j'ai eu 11 au bac, pour te dire, tu vois, que tout est possible. Hein. Non, c'est que la liberté, c'est pas une absence de contraintes. La liberté dans un jeu comme le football, c'est un ensemble de règles qui vont être établies par ta propre équipe, par ton propre entraîneur, etc. Un mec comme Guardiola, il ajoute des règles, qu'il appelle des règles tactiques. Il va raisonner sur des mouvements, sur une animation offensive. Ouais. Mettre des joueurs doués ensemble. Final, hein. Oui, bien sûr, non, mais c'est discutable, on peut en discuter, ça, évidemment. Mais moi, j'aime bien cette histoire de... Non, Steve, d'abord. Benjamin qui arrive en contre-pressing. D'abord, cette histoire de bloc bas.
Évidemment que c'est difficile de jouer contre des blocs bas. C'est-à-dire, le constat de dire ils ont du mal à jouer contre des blocs bas. Bah évidemment. Quand tu as une ligne de 5, une ligne de 3 ou 4 derrière à faire bouger, évidemment que c'est compliqué. On a dit la même offensive, a priori, mais bien sûr, capable de battre la Hongrie. Mais on a la même analyse. On a eu la même analyse souvent avec le PSG. Ah, ils ont du mal avec les blocs bas, tout. Évidemment que c'est dur de bouger un bloc bas. Quelle équipe en Europe a de la facilité à bouger un bloc bas? City sait le faire parce qu'il crée du mouvement et autres. Comment tu bouges un bloc bas? Tu essayes de faire sortir. Mais tu n'es pas l'Albanie, je veux dire, quand tu es l'équipe de France championne du monde, tu as 3 chances sur 4 de jouer contre une équipe en bloc bas. C'est aussi un peu, il faut aussi être un peu honnête dans la manière de voir le problème. C'est-à-dire que si tu es le Barça, si tu es le Real, si tu es l'équipe de France ou si tu es le Brésil, il y a forte chance qu'en face, tu auras forcément quelqu'un qui sera moins bien classé que toi, donc qui va jouer plutôt sur une contre-attaque. Donc ne pas prévoir ce scénario-là et ne pas être capable de répondre à ce scénario-là, c'est quand même beaucoup plus inquiétant que effectivement la difficulté passagère liée à un match. Évidemment, je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que quand tu es l'équipe de France, tu es incapable d'aligner plus de 4 passes et ça commence à devenir problématique. C'est pas vrai. C'est dur. En plus, franchement, contre l'Allemagne, enfin, ils font tout le monde est élogieux. On est trop radical. Mercredi matin en disant ça a vraiment été mon cas. Ils font un match fantastique et tout, et là ils se plantent. C'est vrai qu'ils se plantent et qu'ils sont décevants samedi, mais face à une équipe, c'est pas des peintres les mecs en face. Le Hongrois, c'est pas la meilleure équipe du monde. Mais le Portugal, il gagne 3-0 en mettant un but à la 85e minute et en jouant devant la même équipe qui bloque. Il y aura peut-être d'autres équipes qui joueront comme la Hongrie et qui seront encore meilleures que la Hongrie contre la France. À commencer par le Portugal. Demain soir, on verra. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une équipe qui fonctionne à réaction, l'équipe de France. Laissez-la rentrer dans sa compétition, laissez-la jouer, laissez-la développer son jeu, et vous verrez, moi je trouve que ce que je souhaite, vous verrez que mercredi soir contre le Portugal, déjà elle ne fera pas le même match, elle ira peut-être chercher le match nul, peut-être même pas la victoire, mais elle ne fera pas le même match, et vous verrez que quand on rentrera en match décisif, en match éliminatoire, ça sera une autre équipe de France qu'on verra. Est-ce que Didier Deschamps... Oui, Rosine, vas-y. Moi, ce que j'aimerais dire quand même, c'est que quand on savait très bien que l'Hongrie allait mettre le bus derrière, on le savait, c'est pas une surprise. Elle n'a pas un style de jeu extraordinaire ou technique. Contre le Portugal, on a vu, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc c'était pas une surprise. Mais pour autant, et ce que moi, en tout cas, je trouve inquiétant, c'est qu'il n'y a pas de solution. On savait, on avait anticipé. C'était évident. Et pour autant, on a été incapable de trouver une solution. On va écouter ce qu'en a dit après le match Kylian Mbappé, certainement l'attaquant le plus entreprenant samedi au stade Puskás. Et le match hier, tu y as repensé un petit peu ? Bon, vite fait. Je suis pas trop du genre à repenser les matchs. Quand ça joue, c'est passé, c'est passé. Après, bien sûr, on va regarder à la vidéo ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Mais on est tourné déjà vers le prochain match parce que ça vient vite. Grosse équipe, le Portugal. Grosse équipe, on les connaît, on les joue souvent. Mais ils sont jamais faciles à jouer. Mais voilà, on est dans la meilleure posture, on est premier du groupe et on a envie de le rester. Donc, on sait ce qu'on doit faire. Pas de panique dans le groupe, tout va bien. Tout va bien. C'est un peu chaud, mais ça va. Il y a pire. On est bien là, tranquillement. On est bien là, tranquillement. C'était Kylian Mbappé hier. Les Bleus, samedi, c'est 4 tirs cadrés seulement sur 15 tentés. En matière d'expected goal, les Bleus atteignent quasiment les 2 buts avec 1,97 pour être très précis. Benjamin, tu me regardes avec de gros yeux. Ce qui souligne en creux le manque d'efficacité offensive de l'équipe de France. Avant de revenir plus largement ensemble sur les attaquants, est-ce qu'on ne pouvait pas attendre davantage, notamment des milieux de terrain, Pogba, Rabiot, Kanté, qui ont finalement pris assez peu d'initiative dans le jeu? C'est trop défensif. Enfin, pour moi, vraiment, Rabiot, Kanté et Pogba, c'est 3 milieux de terrain top niveau, mais pas qui se ressemblent, mais c'est qu'ils sont un peu la même mission sur le terrain. Je suis désolé. Il manque un créateur, il manque Lemar. Quand Lemar rentre, à un moment donné, tu sens qu'il peut se passer quelque chose. Mais Alex, on a dit l'inverse contre l'Allemagne. On a dit que Rabiot et Pogba faisaient un match extraordinaire. Ils sont pas obligés d'avoir toujours le même système de jeu. C'est pas le même match. C'est pas le même match. Ils n'ont pas fait le même match. Ta capacité d'adaptation, t'en fais quoi? Non, mais ils n'ont pas fait le même match. Ils n'avaient pas le même adversaire. L'Allemagne a joué absolument d'une manière complètement radicalement différente. Donc bien sûr qu'encore une fois, on vient de le dire, c'est très compliqué face à un bloc bas de se projeter, d'avoir de l'espace. Ouais, mais tu peux le voir vite dans le match. C'est pour ça que c'est décevant et que je te dis qu'il manque Lemar, il rentre trop tard dans le match. Oui, mais non, mais attends, ce que tu dis, tu as peut-être raison, mais est-ce que ça veut dire que Lemar doit rentrer contre le Portugal? Tu vois, on verra si on va évoluer chacun votre tour, messieurs. Rosine, un mot sur le positionnement et le jeu des 3 milieux de terrain qu'on a trouvé peut-être un peu trop sur la défensive finalement samedi.
Moi, je reviens sur cette question d'adaptation. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux aligner les 3 quand tu joues contre l'Allemagne et que justement, tu as envie de mettre la main un peu sur le ballon au milieu de terrain. En revanche, quand tu joues contre la Hongrie, et personnellement, c'est aussi moi le reproche que je ferai à Fernando Santos quand il a aligné l'équipe qu'il a alignée contre le Portugal, c'est que tu peux pas aller jouer contre la Hongrie. Tu sais qu'ils vont mettre le bus et tu mets 3 milieux qui vont avoir plutôt un profil défenseur. À un moment, il faut que tu aies quand même quelqu'un qui soit au milieu de terrain, qui porte le ballon, qui se projette et qui crée. Et là, je suis désolée, moi, je l'ai pas vu. C'est ce qu'il a fait en essayant de rentrer faire Dembélé. On va retrouver, on parlera de Dembélé juste après. Thibaut, oui, je suis là. Oui, je suis là. Est-ce qu'on ne peut pas attendre de ces mêmes joueurs, à savoir ceux qui ont joué déjà le premier match brillamment contre l'Allemagne, à savoir Kanté, Pogba, Rabiot, est-ce qu'on ne pouvait pas attendre d'eux, de ces mêmes joueurs, un peu plus de verticalité dans le jeu, un peu plus de risque pour apporter le surnombre? Le problème, c'est que pour que tu aies de la verticalité, il faut que tu aies des appels qui puissent être destinataires de cette verticalité. Il faut que tu aies une manière d'occuper des espaces libres face à un bloc bas. Tu parlais de City tout à l'heure, Benjamin, mais ce que fait très bien City, c'est qu'ils occupent ce qu'on appelle les half-space, les demi-espaces, c'est-à-dire des espaces qui est juste devant la surface de réparation, qui est une zone qui est absolument pas utilisée entre par les Français. Latéraux, entre la ligne de touche et dans l'intérieur du jeu. Dans l'intérieur du jeu, nous, le problème qu'on a contre la Hongrie, j'ai revu le match encore aujourd'hui, c'est que ce seul scénario offensif qu'on a, c'est un 1-2 sur le côté dans la profondeur. C'est la seule chose qu'on sait faire. Et on répète toujours la même chose avec centre deuxième poteau. Toujours. C'est que ça. On n'a pas d'autres scénarios, en fait. Thibaut, on a vu quand même beaucoup Benzema, Mbappé, décroché même. Un peu trop, ouais, mais du coup, ça affiche un bazar pas possible. Que Mbappé dézone, alors que c'est absolument pas son rôle, c'est le rôle de Benzema l'a fait aussi. Ça. Oui, Benzema a fait beaucoup moins contre la Hongrie. Il l'a fait un peu plus contre l'Allemagne. Il l'a fait beaucoup moins pour la bonne et simple raison que Mbappé, lui, n'arrêtait pas de le faire de son côté. Ce qui fait qu'il a désorganisé tout son côté et ce qui fait que Benzema n'a pas a touché très peu de ballons parce que Mbappé revenait. Il faisait un peu, c'est le mauvais Mbappé du début de saison au PSG. Celui qui redescend beaucoup, celui qui veut participer beaucoup au jeu, celui qui veut faire un peu du Neymar. Briller, tu vois celui qui veut briller. Or, ce n'est pas ses qualités. Ce n'est pas ses qualités. Je trouve tous très dur, mais vraiment. Non, c'est pas ses qualités. Très dur. Mbappé, il fait la différence quand il prend un ballon. Cette passe lumineuse pour Benzema, je suis désolé, il n'y a que lui qui est capable de la faire samedi. Et Benzema se plante devant les cages, voilà. Et ça arrive, encore une fois, ils ne se connaissent pas. C'est leur 3e match commun. Laissez-leur le temps. Vraiment, laissez-leur le temps. Mbappé, dès qu'il prend un ballon, il fait la différence. On l'a vu contre l'Allemagne. Il met un but qui est refusé, mais qui est somptueux. Donc, qu'on nous dise que il fait c'est du basket, ça. C'est du basket, là. C'est du basket. C'est-à-dire que tu prends un ballon et tu fais une belle ce qu'on appelle un joueur d'action, un jugador de jugadas. C'est pas un joueur de football dans ce cas-là. Ce qui est intéressant, c'est la capacité à te connecter avec les autres. La grande vertu de Benzema, notamment dans cette équipe-là, ce serait d'apporter ce lien-là d'ailleurs, c'était assez bien réussi sur le premier match. Sur ce deuxième match-là, Mbappé veut beaucoup trop briller d'une manière qui n'est pas la sienne. Sa manière de briller, c'est sa manière de ce qu'il a fait contre Barcelone, c'est ce qu'il a fait au premier match, c'est sa capacité à prendre des espaces, à créer des brèches dans la défense adverse. C'est pas à revenir à dézonner à la Anelka avec des situations de jeu qui font que tu bloques, je ne vais pas faire un schéma ici, mais que tu bloques la transmission de son propre côté. Le fait de redescendre, il empêche Benzema de revenir parce que ça fait le même appel, et du coup il empêche aussi sur la gauche de prendre le couloir, parce que c'est lui qui est censé prendre ce couloir-là. Donc, du coup tu désorganises, tu déséquilibres en voulant bien faire. Je ne dis pas qu'il veut mal faire, en voulant bien faire tu déséquilibres, et comme il n'y a pas de plan, ce qu'on disait tout à l'heure, comme il n'y a pas de plan, il y a la liberté chez les attaquants, etc., on se retrouve dans une espèce de mouvement un peu anarchique comme cela, et qu'on n'arrive pas à corriger parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'ils font. Thibaut, avant de reparler du trio offensif des Bleus, un mot peut-être sur la défense. Est-ce qu'on ne peut pas aussi attendre davantage de Varane, de Kimpembe? Peut-être, on voit ce que font par exemple les centraux allemands, Hummels notamment, ou même Bonucci avec l'Italie, c'est-à-dire de longues transversales qui permettent aussi parfois de lancer leur attaquant et de proposer d'autres choses que ce qu'on peut voir avec la France. En tout cas pour l'Allemagne, c'est le système allemand aussi, c'est la défense à 3 qui veut que justement les centraux ont plus d'espace pour avancer, pour essayer de chercher derrière dans le dos des défenseurs. Avec des calages sur les côtés pour les pistons. Avec les pistons qui sont déjà eux très hauts. La France n'a jamais vraiment joué comme ça. Varane, il peut le faire. Varane, il a la capacité technique de le faire. Kimpembe, je pense un peu moins. Ses qualités, on les connaît. Ses qualités défensives de duel. Je pense qu'il a moins cette capacité de relance. Varane, oui. Voilà, mais là d'ailleurs, en parlant de la prestation défensive, on en parlera peut-être. Tout le monde tombe sur Pavard. Attends, c'est juste après. D'accord. Restons sur Varane. Non, alors, je pense à ça parce que justement, il y a quelques jours, je ne sais pas si Thibaut tu l'as vu, mais Pavard était interrogé, je ne sais plus, je crois que c'était dans l'équipe, mais j'en suis pas sûr. Et il expliquait que finalement, Deschamps avait des consignes assez simples en termes de relance, aucun risque, et on joue latéralement.
Est-ce que ça a des conséquences néfastes? Je l'ai pas lu, mais je suis pas totalement sur le plan étonné offensif. par ce que dit. Non, bah, effectivement, on tombe sur Pavard, mais parce qu'on a du mal à défendre paradoxalement, alors que tout le monde joue comme ça en ce moment, on a du mal à défendre contre des équipes qui jouent à 5 derrière, c'est-à-dire qu'avec 2 latéraux très profonds. On l'a vu sur le match de la Hongrie, Pavard n'a eu de cesse d'hésiter en fait à remonter sur le joueur latéral ou bien redescendre. Et Pogba l'a absolument pas suivi dans ses recentrages, dans ses déplacements, dans ses couvertures. Ce qui fait que ça a donné une situation où on avait l'impression que les joueurs découvraient en fait le système adverse alors qu'on qualifie de défense à 5, mais en fait qui est un 3-5-2, c'est-à-dire qu'avec 2 pistons sur les côtés, comme si on savait pas défendre contre des pistons adverses. Le problème, c'est que en ce moment à l'Euro, 2 équipes sur 3 jouent comme ça, donc ça serait bien de s'y préparer quand même, qu'on soit capable de communiquer, surtout côté droit plus que côté gauche. Rabiot le fait assez bien parce qu'il le fait beaucoup à la Juve, mais côté droit, la communication Pogba et Pavard est quasiment inexistante. On va reprendre notre petite ardoise du jour sponsorisée. On a une éponge pour expliquer. Ah bah ouais, mais tu vois, le sponsor, il s'est arrêté là. Il faut un deuxième Donc on sponsor. essuie notre doigt, en fait. C'est un peu ça l'idée. Ah bah bravo. Une note pour Pavard qui est un peu Avec le masque, avec ouais. le masque carrément. Ah, bravo, alors là. Une note Rosine, Alex et Benjamin et puis évidemment Oh, Thibaut. Sur mais ça combien avance. Sur Justement, combien sur 10 pour justement pour Benjamin Pavard qui a été beaucoup critiqué, peut-être un peu de manière excessive. Alors Rosine, 3 Ouais. pour Benjamin Pavard. Ouais. Son pire match donc depuis l'Euro. Pas sur le jeu, tu me diras. Bah oui, voilà. Donc la comparaison est quand même elle est relativement facile. J'ai trouvé que défensivement, il était quand même pas sur son marquage. Même sur son alignement de défense, il n'y était pas. Et, Il est fautif sur le but. Ouais, Ah bah, clairement. oui, mais il n'est pas le seul. hein. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul parce qu'entre lui, Ah ouais. Varane Et je pense et que même c'est plus Lloris, Varane parce qui que est- très Ouais, clairement, enfin, on franchement. sait très bien qu'il peut tirer que Ouais. dans le petit filet. Enfin, les trois, je veux dire, il y a une succession à un moment de errements défensifs qui font qu'on arrive sur le but. Beau travail Donc, d'équipe. ouais. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Allez Alex, ta note. Non, moi j'ai mis 4,5, mais il a tout dit. Voilà, et puis même, je l'ai trouvé fragile mentalement. Et je pense qu'à mon Pourtant avis. c'est une de ses grandes forces. Ouais, mais apparemment. là, on sentait mentalement qu'il savait pas où il était, il Ouais, savait plus c'est où il ça. en était. Et à mon avis, je serais pas étonné de ne pas le voir titulaire mercredi On soir. va en ça, parler je- juste ah, après. je- Benjamin. alors, donc teasing, on le dit pas, mais je lui mets 4. Oui, clairement, il fait un mauvais match. Il est responsable sur le but en partie parce que je trouve que Varane a un remplacement qui est assez Ah bah, il vient pas couper interrogatif. alors que. Et après, Et on se rend pas, c'est et après, il se rend compte que c'est trop tard et on a l'impression qu'il veut Il pas hésite, agir il, parce qu'il veut pas provoquer un penalty. Donc, je trouve que sur le but, franchement, non, on lui tombe dessus à Pavard. Il fait un super premier match. Il fait un excellent Oui, ça, premier je match suis contre d'accord. l'Allemagne. T'as raison. Donc voilà, encore une C'est fois, vrai. ayons un minimum de mémoire, un minimum si c'est possible. Non, mais après, on peut dire qu'effectivement, enfin, on peut faire la part des choses. Il a fait un très bon match contre l'Allemagne. Là, il s'agit d'apprécier sa performance contre la Hongrie. Certes. Là, pour le Est-ce qu'il coup, paye Mais pas les Alex veut conséquences déjà le mettre sur le banc Est-ce qu'il contre le paye pas les Portugal. conséquences de ce qui Non, lui je est sais arrivé j'en sais contre peut-être. l'Allemagne Bah, Je je pense lisais- à lui. sélectionneur, hein. Eh ben, je Vas-y, lisais Benjamin. je lisais dans l'équipe qu'effectivement, ils interrogeaient un professeur en médecine, je crois, qui disait que Qui une telle suit des chute, joueurs de rugby. voilà, il Ouais, disait peut-être, qu'une telle peut-être, chute, ça, je suis quoi d'accord. qu'il arrive, avait un impact sur la performance suivante. C'est ce qu'il dit. J'en sais rien. Mais Non, c'est vrai peut-être, que peut-être. ça pose aussi une question. Après, j'imagine que le staff médical le suit. S'ils l'ont mis, c'est qu'ils ont considéré qu'il était capable Thibaut, de jouer. ta ouais. note pour Benjamin Pavard et puis peut-être ta réflexion sur, disons, peut-être un éventuel loupé du staff de l'équipe de France, le concernant. Ouais, un 4 aussi, parce que ça reste un sport collectif, donc il n'est pas responsable de tous les maux. Il n'a pas la moyenne, mais je pense que Pogba est aussi pour beaucoup dans ce match-là. Sur ce but et sur l'ensemble du match, en fait, sur tout le côté droit de la défense, il y a un boulevard. En fait, il y a au moins 3 ou 4 incursions avant le but, exactement sur la même séquence, pareil en relais, à la relais hongrois, dans des séquences très très simples en fait, du football vraiment rudimentaire, mais simplement des couvertures qui sont pas faites. Avec ce qui 20 fait que ballons perdus pour le milieu de Manchester. Voilà, Ce qui est bon, assez énorme. sans doute. Et encore perdu, ça veut dire qu'il l'avait, quoi. Là, en l'occurrence, il n'avait même pas le ballon et il ne s'est même pas interposé. Donc c'est indispensable quand tu joues contre une défense à 5 comme ça, quand tu as des pistons, que le milieu excentré, enfin, le milieu droit et le latéral communiquent, parce que sinon, on n'y arrive pas. Sinon, ils sont toujours à contre-temps et ils ne s'alignent pas. Et bon, bref, ça fait un but contre la Hongrie. Donc moi, je pense qu'il y a une défaillance collective au niveau défensif qu'on connaissait, parce que Pavard, on sentait que c'était déjà... c'était un peu un point faible sur le côté droit. Sur Varane et Kimpembe, moi, compte tenu de la saison de Varane au Real,
je suis pas non plus hyper confiant sur sa capacité à jouer avec beaucoup de terrain dans son dos. Contrairement à ses qualités premières, qui effectivement sont les qualités techniques et les qualités aussi de vitesse, compte tenu de sa saison et compte tenu notamment d'une certaine fragilité mentale, je trouve, chez Varane, il résiste assez mal à la pression. Si tu joues avec beaucoup de terrain derrière toi, c'est-à-dire avec une équipe très haute, il sera beaucoup moins à l'aise. D'ailleurs, contre l'Allemagne, les Bleus ont joué assez bas finalement. Voilà, et ils étaient beaucoup plus à l'aise. Les lignes offensives ils étaient beaucoup plus à l'aise comme ça. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'ils préfèrent défendre bas. Parce que Kimpembe et Varane sont en fait beaucoup plus à l'aise dans ce cas-là. Et effectivement, il n'y avait pas un centre allemand qui arrivait. Ils ont très bien défendu sur les 20 dernières minutes. La ligne arrière a vraiment pris tous les ballons. Et je pense que c'est comme ça qu'ils veulent jouer. Et qu'on ne pourra pas les forcer à jouer plus haut. On va revenir sur le potentiel offensif de cette équipe de France. Évidemment, tous les regards sont braqués après ce deuxième match sur Karim Benzema, de retour juste avant l'Euro. KB19 ou KB9, je crois que c'est son autre surnom, n'a toujours pas fait trembler les filets. Est-ce qu'il est déjà, selon vous, sous pression, l'attaquant madrilène? Alex, vas-y. J'ai même pas envie de répondre à cette question. Je crois que je vais boycotter ce débat. En fait. Oui, là, pour une fois qu'on est d'accord. Ah, tu vois, fais attention, on fait gaffe. Hein. Non, mais bon, il y a un mois, quand on l'annonce, on peut pas faire une équipe de France sans Karim Benzema. C'est le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur attaquant. Là, il marque pas pendant 2 matchs. Tout de suite, est-ce que c'est une arnaque? On est méchant encore. Non, c'est pas qu'on est méchant, on n'est pas objectif. On est méchant, Non, mais est-ce qu'il est sous pression? Est-ce qu'il est sous pression? Oui, parce que c'était le plus mauvais. Non, mais pas du tout. Je dis pas qu'on a le droit de rien dire. C'est juste qu'il faut être un petit peu objectif. Le mec est très fort. Il a fait une super saison. Ok, il a pas encore marqué sur 2 matchs, mais il fait pas 2 matchs pourris. Enfin, c'est ça que je veux dire. Il fait pas les meilleurs matchs de sa carrière, mais il se déplace. Quand il se déplace, il attire tout de suite 2-3 joueurs sur lui, ce qui permet de libérer des espaces autour de lui. Et ça va prendre du temps. Ça va s'installer. Alors justement, est-ce qu'il a le temps? Est-ce qu'on a le temps d'attendre? Et ça fait 5 ans qu'il a pas joué en équipe de France. 5 ans, c'est long quand même. On parle de 5 ans. Donc bien sûr qu'il y a des automatismes c'est même pas à retrouver, c'est à trouver, parce que quand il a quitté l'équipe de France, ça n'avait rien à voir. Dans la même configuration. Voilà, non mais ça n'a rien à voir, c'est une nouvelle carrière en bleu. Donc il faut lui laisser un minimum de temps. Mais c'est quoi? C'est après l'Euro, parce que finalement, Attends, ces joueurs-là, tu sais très bien, c'est le top du top niveau. C'est des joueurs, Benzema, mais c'est des joueurs qui ont besoin peut-être, les matchs de poule vont servir à ça. Dès lors qu'on va commencer les matchs à enjeu, à élimination directe, il va falloir jouer et c'est le type de joueur qui va se révéler. Je pense qu'il faut lui laisser le temps. Il a la pression, bien sûr qu'il a la pression. Mais il n'avait pas marqué lors de l'Euro 2008. Non, mais arrête. Lors de l'Euro 2008. Tu vas pas nous sortir la stat. Il a fait 35. Et Giroud la sort depuis son retour en équipe de France. Il a 30 frappes, 0 but là. Depuis 294 minutes. C'est des chiffres. Non, j'ai écouté le débat hier à l'équipe du soir. Tu vas les entendre tous les jours, tous les soirs. Et ben voilà pourquoi. Ne t'énerve pas. Non, mais il est très nerveux. Non, mais il te pose de retranchement. Donne-lui son cachet. Non, mais attends, on dit, est-ce qu'il a la pression? Est-ce que ça va pas? Est-ce que tu crois que... Mais bien sûr, les journaux et les émissions de foot comme les nôtres, en plus ils nous écoutent, ils nous adorent, sont ponctués de ce type de débat qui, j'en sais rien, mais en tout cas pas nous, mais je rigole, mais dans l'équipe, dans les journaux, ils lisent ça tout le temps, quoi. Bien sûr qu'il a la pression. Parce de fait, il y a une pression, oui, de fait. Bien sûr qu'il y a une pression. De fait. Mais ils savent la gérer. Est-ce que c'est mérité ou pas? Je sais pas. Mais au Real, il y avait la pression aussi, d'une autre forme. Oui, bien sûr qu'il a la pression, mais en même temps, si t'aimes pas la pression, faut pas être en équipe de France et puis faut pas jouer une autre. Ça fait 10 ans qu'il est au Real Madrid, il sait Mais est-ce que son retour n'a pas un peu tardé? Est-ce qu'on n'aurait pas, il n'aurait pas été préférable de l'appeler? Le problème, c'est qu'on le fait venir, mais on ne sait toujours pas à quoi on joue. On le fait venir, mais on ne sait toujours pas à quoi on joue. Donc on ne sait toujours pas quoi lui demander. On ne sait toujours pas quoi. On s'imagine qu'on va mettre Benzema en attaque et tout à coup, l'attaque va devenir plus fluide, comme par magie, tout le monde va s'entendre. Mais ça, c'est une erreur. Le football, c'est plus compliqué que ça. Rappelez-vous qu'au Real, il a derrière lui, Benzema, 2 hommes qui sont spécialisés notamment dans le jeu de position, dans l'attaque positionnelle, que sont Kroos et Modric. C'est 2 playmakers énormes derrière. Donc, c'est pas pour rien qu'il y arrive aussi au Real. Là, on a des joueurs qui sont pas du tout habitués à jouer ce football-là. Pogba, c'est pas du tout son football. Le football de Kanté, c'est pas du tout ce football-là non plus. Et le football de Griezmann, paradoxalement, est plutôt un football de l'Atlético que le football du Barça. Il est beaucoup plus à l'aise D'ailleurs, on en parle très peu. Je trouve qu'on est assez injuste pour le coup avec Griezmann, qui fait 2 matchs énormes. C'est vraiment lui qui est le patron, de cette équipe. Il joue tous les postes. Il joue tous les postes. Il joue à la fois attaquant, il joue à la fois milieu de contention, il joue à la fois milieu excentré. Il est omniprésent sur les 2 matchs. Et je trouve pour le coup assez injuste de ne pas parler des grosses performances de Griezmann. Je pense qu'il doit assez mal le prendre, le fait qu'on parle beaucoup de Pogba et de Benzema, mais qu'on ne parle pas de lui. Et je crois que pour le coup, Griezmann, il faut lui rendre justice, où sur ces 2 matchs-là, c'est lui qui tient la baraque. Est-ce qu'il ne faudrait pas le replacer derrière l'attaquant, changer de système et le mettre en position centrale, avec peut-être une plus grande efficacité offensive?
Tu parles de qui? De Griezmann? Griezmann, oui. De mettre derrière l'attaquant Ouais, de jouer sorti, peut-être en 4-2-3-1. Il faudrait trouver une solution à droite. En tout cas, on sait tous qu'il n'aime pas jouer à droite. C'est Non, pas le mettre au centre, pas sa tu le mets au position. centre. C'est pas là où il aime jouer. Et d'ailleurs, c'est pas là où il a fait les meilleures performances. Il faut sortir quelqu'un, oui. Ouais. Et donc qui? Bah mouille-toi, Steve. Qui Non, c'est le prochain débat. Attends, on tease doucement. Non, peut-être, non, je sais pas, peut-être sortir un milieu de terrain, sortir peut-être Rabiot. Il y avait une solution qui était faire un intéressante. Il y a une solution qui était très intéressante sur la fin du match contre la Hongrie. C'était l'entrée de Tolisso à la place de Pogba, qui a énormément fluidifié la circulation du ballon. Et pour le coup, les 20 dernières minutes étaient assez bonnes. Où il y avait moins de milieu, on avait Dembélé sur le côté. Mais paradoxalement, tu vois, tu as un milieu en moins, mais le ballon circule plus, il circule mieux, parce que Tolisso gardait beaucoup moins le ballon que gardait Pogba, qui essayait de faire qui gardait beaucoup trop le ballon, qui faisait des gris-gris, alors que Tolisso, c'était une touche de balle, contrôle passe, beaucoup plus simple, ce qui du coup simplifie aussi pour les autres, et simplifie aussi pour Griezmann, qui a moins besoin de redescendre pour venir chercher des ballons. Donc tout ça, en fait, le football, c'est un sport très complexe où tout est lié, en fait. Tu peux pas séparer un élément d'un autre. Et moi, je pense que l'option intéressante pour le prochain match, ce serait l'option Tolisso. Sans Dembélé, puisqu'on a appris cet après-midi que Dembélé sera pas remplacé, du coup. Forfait, il ne sera pas remplacé. Il était sorti en fin de match contre la Hongrie, victime d'un coup sur le tendon du genou. Est-ce que, et ce sera la dernière question sur ce point, est-ce qu'il y a aussi un problème historique avec les neufs en équipe de France? Alors Giroud n'avait pas marqué lors du mondial 2018, ce qui n'avait pas empêché les Bleus de remporter ce mondial, tout comme en 98, Stéphane Guivarch avec l'équipe de Aimé Jacquet. Et je terminerai par Steph. Steph, c'est le meilleur buteur depuis 2 ans. 2 ans. Il a marqué 2 buts. Combien de buts? 43. 43. En ce moment, il est dans un doute. Comme notre ami là-bas. Comme notre ami qui marque plus de buts. Ils sont dans le doute. Aimé Jacquet dans les yeux, dans les bleus volumes. On pourrait réciter la suite. Est-ce que finalement, Thibaut, ce sera ma dernière question, est-ce que ce système et un certain nombre de systèmes qu'on a vu se mettre en place souvent avec succès ces dernières années ne favorisent pas spécialement les numéros 9 classiques? Bah oui, parce qu'on ne sait pas à quoi on joue offensivement. Donc tu peux pas demander à quelqu'un d'être là, et juste d'être là et par sa simple présence marquer des buts. C'est une vision un peu naïve, un peu magique en fait du football. Ça se prépare. Quand les séances d'entraînement consistent à faire des centres avec des reprises de volée, bah, c'est pas comme ça que tu prépares une offensive collective. Nous, on a une image du collectif. On s'imagine que le collectif, c'est simplement défendre. C'est simplement défendre bien, souffrir ensemble. Mais le collectif, c'est aussi attaquer ensemble. C'est aussi apprendre des mouvements, apprendre des choses que tu vas répéter à l'entraînement qui vont te permettre ensuite en match de le faire. Et on va nous dire qu'on n'a pas le temps en sélection. Je vais vous répondre, on a le temps dans beaucoup de sélections, à part en France. Et on arrive très bien à le faire. Et quand on a des joueurs de cette qualité-là, tu n'as pas besoin d'avoir 3 mois de séance pour être capable d'enregistrer 2 ou 3 mouvements. Ce sont des joueurs qui se connaissent déjà à la perfection. Donc non, je pense que le problème se pose régulièrement pour toujours la même raison, qui est de dire que le talent individuel ou le joueur offensif, dans notre conception du jeu, à la Deschamps et à l'Aimé Jacquet, c'est un problème en réalité. C'est pas quelque chose que tu peux pas le faire progresser, c'est quelque chose de quasiment de l'ordre de la magie. Et quand Deschamps dit on va mettre les joueurs ensemble et je leur donne entière liberté, sous-entendu, voilà, ils ont mérité leur liberté car ils sont talentueux, en fait, tu leur poses un problème. Tu leur dis débrouillez-vous maintenant. Non, mais merci. Ouais, bon. Merci beaucoup Thibaut Leplet d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de ton dernier livre, Guardiola, éloge du style, paru chez Hugo Sport. À très bientôt. Merci Thibaut. Salut Thibaut. Merci, ciao. Ciao. Alors la France affrontera mercredi à 21h le Portugal pour le dernier match de ce groupe F. Soyons clairs, la France a peu de chances de se faire éliminer. Il faudrait pour cela qu'elle perde lourdement contre les Portugais et que plusieurs conditions par ailleurs s'appliquent dans les autres groupes. Les Bleus seront d'ailleurs qualifiés dès ce soir s'il n'y a pas de match nul entre l'Ukraine et l'Autriche et si la Finlande s'incline contre la Belgique ou si la Russie perd face au Danemark. Kaspar Schmeichel, c'est très important de noter tout ce que je dis. Antoine Griezmann, lui, veut gagner et il a de bonnes raisons pour cela. On écoute Antoine Griezmann, c'était hier en conférence de presse. Ma mère sera présente dans les tribunes, elle va faire le déplacement, donc voilà, c'est toujours un moment fort pour elle. Et ensuite, jouer contre une grande nation, contre Cristiano Ronaldo, contre une grande équipe portugaise qui ont un groupe exceptionnel aussi. Donc on va voir où on en est pendant ce match et essayer de le gagner pour les Français, mais aussi pour moi.
Rosine, comment tu vois ce match, toi qui suis de très près la Seleção? C'est les sons. C'est le sang. C'est les sons. Non, il n'y arrive pas. Non, ça va venir. C'est le sang. Il est chachacha, mais non. Comment ça va se passer mercredi? Alors c'est toute la question parce que personnellement moi je suis effectivement l'équipe du Portugal. J'ai été très déçue par cette équipe, mais d'autant plus par les choix du sélectionneur. Alors déjà contre la Hongrie, Fernando Santos, exactement, ou Engenheiro. Déjà je n'ai pas compris la compo. Tu l'as insulté là? Ah non, je l'ai. Et pas du tout. Le signor Engenheiro, parce que monsieur, c'est le monsieur ingénieur. Donc je n'ai pas du tout compris ses choix de départ. Comme je disais tout à l'heure, quand tu sais que tu vas jouer avec la Hongrie, je ne sais pas pourquoi tu associes Danilo et William Carvalho ensemble, qui sont deux joueurs, des espèces de sentinelles devant la défense. Des grands costauds. Alors certes, il y a un impact physique, mais après, si tu attends d'eux qui ressortent le ballon et qui se projettent vers l'avant, ça veut dire que tu as mal compris tes joueurs. Donc derrière... Est-ce que finalement, il peine à mixer ce qu'il avait réussi à mettre en place en 2016 avec un bloc défensif extrêmement solide? Et là, il a des joueurs offensifs, à part Cristiano Ronaldo, qui sont absolument exceptionnels. Bruno Fernandes... à part, tu le mets pas non, à part, évidemment, il était déjà là en 2016. Joao Félix, Thiago Jota, enfin des joueurs absolument exceptionnels. Évidemment, Bernardo Silva. Est-ce qu'il a du mal à panacher finalement ces deux forces? C'est déséquilibré en fait cette équipe. Contre l'Allemagne, on a l'impression qu'on avait un déséquilibre entre les 4 de devant et les 2 défensifs dont tu parlais. Moi déjà pour reprendre par rapport à ta question, c'est que 2016, il avait mis en place, et encore une fois, je reviens sur cette idée de collectif. Il y avait un collectif défensif très fort. Il y avait une maîtrise, il y avait une discipline. Ils étaient extrêmement bien disciplinés dans leur positionnement, dans leur marquage, et ça fonctionnait. Aujourd'hui, cette force défensive n'existe plus. Malheureusement, les 4 qui sont alignés ne sont pas au diapason en termes de niveau. Diaz, qui a fait une saison exceptionnelle avec le City, ça fait 2 matchs. Je trouve que il est pas, ce n'est pas le Diaz de City. Et alors Semedo contre l'Allemagne, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que quand ton arrière droit vient coller ton central en termes de coulissement, tu sais que tu as 9 chances sur 10 de prendre un ballon dans ton dos. Et à chaque fois, les buts allemands sont arrivés de la même manière. Tu avais un centreur du côté droit, côté gauche, et boum, ça faisait but. Donc je ne comprends pas, moi, quand tu as toutes ces évidences-là, que tu persistes dans tes choix. Renato Sanchez est entré de manière extrêmement tardive, encore une fois. Je ne comprends pas qu'il ne soit pas aligné. On a sacrifié en plus Bernardo Silva, alors que c'était lui qui concrètement faisait le meilleur match, en tout cas. Moi j'ai trouvé. Moi j'ai pas trouvé. Mais bon, après, je comprends, mais moi je l'ai trouvé très lent. Alex, moi je trouve. J'ai trouvé très lent, et je trouve qu'on est encore une fois très dur avec cette équipe portugaise, parce qu'au final elle prend 2 buts à 2-1, 2 buts contre son camp. On est d'accord. Avec une tentative ridicule de Guerreiro qui fait une erreur mais monumentale. Pourquoi est-ce qu'il touche le ballon? Et Ruben Diaz pareil. Donc moi je ne trouve pas si mauvais que ça, les Portugais. Et à mon avis demain, je suis d'accord avec toi, Renato Sanchez, on va le voir aligné. J'espère. Mais c'est certain. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que. Il a plus le choix. C'est Ronaldo qui fait l'équipe aujourd'hui, qui l'a engueulé au bord du terrain à un moment donné, qui n'a pas voulu lui répondre. Et il a raison. Bien sûr qu'il a raison. Voilà. Aujourd'hui, tu as une équipe qui n'a. Il n'y a pas de colonne vertébrale. Il n'y a pas de colonne vertébrale. Tu n'as pas de lien. Tu n'as pas un joueur qui est capable de prendre le ballon et de se projeter vers l'avant et de distiller. Bruno Fernandes, qui a fait aussi une très belle saison avec United, on ne le voit pas. Grosse déception. Ça fait 2 matchs qu'on ne voit pas. Déjà, est-ce qu'il joue pas lui aussi un peu trop bas? Est-ce qu'il faut pas lui donner les clés peut-être du jeu comme peut-être si tu mets un Renato Sanchez derrière lui et que tu lui laisses plus de liberté devant et qu'il peut distribuer le jeu, peut-être qu'on reverra enfin le Bruno Fernandes qu'on connaît. Mais ceci dit, moi déjà pendant les matchs éliminatoires, je n'avais pas aimé sauf contre l'Israël où là effectivement il avait interverti, il avait mis Carvalho et Nuno Mendes. Ruben Neves. Là pour le coup, tu commences à donner un peu, à instiller un peu de jeu dans ton milieu. Mais là, en l'occurrence, ça a été. Moi, ça fait 2 matchs que je ne reconnais pas, en tout cas, ces joueurs. Et je trouve encore une fois le paradoxe où quand tu as tout ce potentiel offensif et que tu vois ce qu'ils font. C'est désespérant. Benjamin, toi, tu as vibré devant la Mannschaft. Alors que Rosier est désespéré. On la comprend parce que c'était un match magnifique. C'était le plus beau match de l'Euro, je pense, Allemagne-Portugal. Juste derrière France-Hongrie, mais vraiment juste derrière. Mais pour le coup, le Portugal, quand il mène 1-0 au bout d'un quart d'heure, on se dit, c'est magique ce qu'ils font. Ils subissent. Ronaldo, ils subissent. Il a fait 92 mètres. Et sur un contre, Ronaldo est à la récupération et à la finition. Tu te dis, c'est magnifique tactiquement ce qu'ils font. Moi, personnellement, je me suis dit, ce n'est qu'une illusion.
Ils vont prendre le bouillon comme ils vont prendre le bouillon. Et ça n'a, sincèrement, moi j'étais pas du tout ravie. Il n'a pas du tout dit ça quand il y a eu le but. Non, je t'assure, je me suis levée, j'ai dit c'est bien, mais ça va faire mal parce que tu ne voyais pas tu ne voyais rien. Benjamin, on termine. Ouais. Non, mais du coup, contre les Bleus, est-ce qu'ils vont essayer de reproduire ce schéma, d'attendre ils vont fermer le jeu. Donc, ils vont fermer en essayant de nous prendre en compte comme ils l'ont fait sur le premier but allemand. Ils vont fermer le jeu et moi je pense que mercredi soir, le match va aussi se jouer effectivement défensivement pour les Portugais. Et à mon avis, on va avoir un duel Pépé-Mbappé qui va être très dangereux parce que Mbappé, pour Pépé, ça va pas le faire rire à Pépé de se faire dépasser toutes les 5 minutes et à mon avis, ça va exploser entre les deux. C'est possible, mais ceci dit, jusqu'à maintenant, des deux, moi j'ai trouvé que c'était le moins meilleur bon que et meilleur dans l'anticipation et dans son marquage. Donc à la rigueur, je me dis que vu le niveau de Diaz, contre Mbappé, et j'ajoute que Léon Goretzka devrait faire son retour au sein de la Mannschaft dans le match. Super bien joué. Qui reviennent peut-être dans les favoris de l'équipe de tournoi. Franchement, ils ont fait un match merveilleux. Müller ne sera pas là. Bien sûr, dans les tribunes de l'Allianz Arena, Joshua Kimmich, là il y a un coup à jouer. Deuxième poteau. Oh, c'est énorme. Le coup d'œil de Joshua Kimmich, l'heure de jeu. Yann Carl Sabatier ce week-end sur Beansport. Et si l'Italie allait jusqu'au bout, on va parler des Italiens maintenant. La Squadra Azzurra a fait forte impression depuis le début de cet Euro. 3 matchs, 3 victoires, 7 buts marqués, 0 but encaissé. Pour en parler, nous rejoignons tout de suite 2 spécialistes de la Nazionale. Je crois que ça se prononce comme ça. Bonsoir Simone Rovera. Simone, est-ce que vous êtes avec nous ? Alors on va retrouver peut-être dans quelques instants Simone Rovera. Je salue en attendant Guillaume Maillard-Patini. Bonsoir à vous Guillaume. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On peut vous lire notamment sur le site d'Eurosport. Quel premier bilan dressez-vous des performances de la sélection italienne depuis le début de cet Euro ? C'est un bilan avec le sourire déjà forcément parce que 9 points sur 9, 0 but encaissé, 7 buts marqués, c'est un bilan parfait. Un bilan qu'on ne s'attendait pas, un bilan surprise. Mais évidemment, c'est un bilan qui fait plaisir à toute la nation parce que voilà, après l'échec 2018, on va pas vous mentir, on a eu du mal à s'en remettre de cet échec de la non-qualification mondiale. On ne s'attendait pas à un début d'Euro pareil, mais c'est vrai que c'est un peu un début d'Euro à Rome où les tifosi sont revenus en partie. Donc voilà, c'était un réel plaisir de voir cette équipe, surtout une équipe qui joue bien, qui est agréable à voir. Même si on n'a pas forcément. C'est ça le plus grand succès peut-être de Mancini, d'avoir fait évoluer l'identité de jeu de cette équipe ? Exactement. Surtout que nous, on n'a pas de stars, par exemple, comme peut l'avoir l'équipe de France, les Pogba, des Griezmann, des Mbappé. Nous, notre force en Italie, c'est vraiment le groupe, c'est vraiment l'équipe. Et c'est Roberto Mancini qui a réussi à donner cette empreinte-là à ses équipes qui sait ce qu'elle doit faire sur le terrain. Et Mancini a répété, c'est ce que je dis toujours dans la presse italienne, c'est notre force, c'est le groupe. Et c'est là que Mancini a rapidement compris que c'est vrai, dans cette équipe, on n'a pas un joueur qui sort du lot. Et donc, il a rapidement compris qu'il fallait faire un jeu cohérent, collectif. Et c'est ce qui ressort, je pense, de ces 3 premiers matchs. Après, probablement qu'il y aura un plafond de verre plus tard dans la compétition. Voilà. Mais pour l'instant, c'est une équipe qui fait plaisir à voir. Mais c'était pour l'instant... Avec un record d'invincibilité battu, 30 matchs consécutifs sans défaite pour la bande à Mancini. Ouais. Benjamin ? Non, mais Mancini fait un super boulot. Franchement, moi, ils m'ont complètement surpris. Je les attendais absolument pas. Ce qui est très intéressant aussi avec l'Italie, c'est le nombre de joueurs utilisés. Hier, je crois que Mancini a changé 8 joueurs. Il a fait jouer tout le monde. C'est impressionnant. 24 sur 26. C'est assez impressionnant. Effectivement, tu vois pas, même Sirigu, tu vois pas une vraie différence dans le jeu finalement. Donc, entre une équipe A et une équipe B. Exactement, même une équipe presque C. Donc c'est vrai qu'il arrive à réussir à construire quelque chose. Après, évidemment, la question, mais ça tout le monde l'a dit, c'est qu'est-ce que ça va donner contre des équipes ? Parce que pour l'instant, la Turquie a été ultra décevante. Pour moi, c'est la vraie déception de ce début de compétition. La Suisse et le Pays de Galles, c'est pas mal finalement. Ils sont qualifiés en perdant, mais franchement, c'est une équipe qui a montré quelque chose, qui a montré de la combativité. C'est pas inintéressant. Et pardon, Guillaume, juste pour terminer, vous disiez que vous n'avez pas de star. Verratti à ce niveau-là. C'est pas le supporter du Paris Saint-Germain qui parle, mais quand même, c'est presque, non ? C'est un joueur extraordinaire. Il a été monstrueux hier. Est-ce que finalement, Guillaume, moi j'ai une autre crainte sur l'Italie. Guillaume, et on va t'écouter Alexandre. Guillaume, vous parliez à l'instant, vous disiez c'est une équipe, il n'y a pas véritablement de stars, mais finalement on a l'impression en suivant les matchs de la sélection italienne qu'il y a quand même un milieu de très très haut niveau. Donc hier c'était Verratti, Giorgino Pessina. On a vu lors des 2 premiers matchs Locatelli notamment lors du 2e match mettre un doublé, à tel point qu'il y avait un débat qui commençait à émerger sur une éventuelle titularisation qui laisserait Verratti sur le banc. Il est là le point fort de cette sélection italienne ? Alors tout d'abord, ce que je peux dire, c'est que sur Verratti, je suis évidemment d'accord. C'est vraiment notre joueur, on va dire, phare.
Et il faut dire qu'hier, en plus, il est à 50%, parce qu'il jouait plus d'un mois. Donc, 50%, mais 136 ballons joués quand même. C'est pas mal pour un joueur. Il faut savoir, c'est une pour les machine. coulisses, il faut savoir que Mancini et Verratti ont fait un pacte rapidement après le communiqué du PSG il y a un mois et demi, en disant « Moi, je t'amènerai à l'Euro si tu fais tout pour venir. » Lui a tout fait pour venir. Et c'est vraiment un pacte qui a fonctionné parce que Verratti, c'est capital pour ce groupe-là et pour le jeu que représente Mancini. Alors évidemment que pour ces milieux, on a 4 titulaires pour 3 postes, on a l'habitude en Italie parce que on a Verratti, Jorginho, Barella et Locatelli qui s'est complètement affirmé dans cette Euro, qui réalise très la saison avec Sassuolo évidemment, mais de là à l'imaginer à ce niveau-là pour les 2 premiers matchs, c'est vrai qu'on est tous un peu, on va dire, surpris, même si ça reste évidemment un très bon joueur. Après, pour moi, Verratti, vraiment, dans ce genre de compétition, on va arriver en 8e de finale. C'est un joueur qui a l'habitude de jouer avec des champions. Locatelli, c'est pas le cas. Pour moi, Verratti est indispensable dans ce rôle en plus de double playmaker avec Jorginho. Pour la trame de jeu, on l'a vu hier, Verratti est indispensable pour ce groupe-là. Donc, on a vraiment le choix du roi pour Mancini. Je peux vous assurer qu'on est le lundi 21 juin et que Mancini n'a pas encore tranché entre Locatelli et Verratti. Même si, avec le brassard donné hier à Verratti en deuxième mi-temps après la série Bonucci, on peut imaginer que Verratti probablement sera titulaire samedi, même si le doute encore est présent dans l'esprit de Mancini. Alex, moi j'ai juste une petite crainte sur cette équipe italienne qui joue très bien, mais c'est la défense quand même. Bonucci, Chiellini, c'est très bien, mais c'est quand même un peu vieillissant. Et quand tu vas, alors peut-être pas en 8e de finale, mais on revient toujours au même joueur. Si tu te retrouves dans une équipe de France avec un Mbappé qui va très vite, ou même devant les Allemands devant qui vont très vite aussi, ça peut vite exploser quand même derrière. Et tu le vois d'ailleurs, enfin, je ne veux pas présager de quoi que ce soit, mais il n'arrive pas à terminer le match. Pour les défenseurs centraux, ça peut quand même être gênant, je trouve. Voilà. Évidemment, la défense centrale, forcément. Alors, Kevin Bonucci, on le sait, c'est 2 joueurs qui se connaissent par cœur. Je crois qu'ils ont disputé ensemble plus de 360 matchs. Ouais, donc voilà, forcément, l'expérience est là. Pour un groupe, on va dire, qui s'est reconstruit, c'est vraiment ce qui est important pour une grande compétition. Il faut dire que c'est la première grande compétition de l'Italie depuis 2016. Donc voilà, alors ce genre de joueurs, c'est important, mais évidemment, je suis d'accord que pour les qualités intrinsèques, sur un niveau de face élevé, moi, j'ai un peu mal à la tête en imaginant un Mbappé face à Chiellini ou à Bonucci. Mais forcément, évidemment, voilà, on va dire que c'est un peu le point noir. Surtout que Bonucci, il faut le dire, sort d'une saison compliquée avec la Juve. Mais quelques saisons de Bonucci quand même avec la Juve. On va dire que c'est depuis son départ à Milan qui connaît beaucoup de difficultés. Chiellini, on l'a vu physiquement, on ne sait même pas s'il sera là samedi pour disputer le match entre l'Ukraine et l'Autriche. Guillaume, est-ce qu'on voit par ailleurs au niveau des latéraux, notamment Spinazzola, c'est quand même pas mal aussi. On connaissait Florenzi en France avec le Paris Saint-Germain, mais il a un concurrent de poids. Si vous ne connaissez pas Spinazzola, oui, c'est un très bon joueur. Moi j'ai toujours un peu de mal, vous savez, avec les droitiers sur le flanc gauche, c'est toujours particulier. C'est la grande tendance de cet Euro, notamment il y a Trippier, il y a un très bel article qui est consacré par l'excellent site The Athletic, que je conseille d'ailleurs à nos auditeurs, sur cette tendance justement de faire jouer des latéraux droit, ayant un pied, droitier à gauche. Donc il y a Trippier. Évidemment. Mais c'est vrai que Spinazzola, lui, ça le freine pas. C'est ça qui est marrant, c'est que pied droit, pied gauche, lui, il a cette tendance quand même à toujours rentrer forcément sur son pied droit, mais il y a cette capacité à accélérer, à dribbler, à varier ses dribbles, à varier de mouvements, qui fait que c'est vraiment une source de danger pour l'Italie. Et c'est vrai que pour un latéral gauche, c'est forcément important pour une équipe qui se base beaucoup sur le jeu, notamment sur le jeu offensif. Donc voilà, Spinazzola, je sais que ce serait une surprise pour beaucoup, mais c'est vrai qu'en Italie, on n'est pas surpris parce qu'avec la Roma déjà, sa difficulté, c'est les blessures. Cette saison, il a été souvent blessé, ça l'a beaucoup freiné dans son ascension, mais ça reste évidemment. C'est vrai qu'à la base, c'était Emerson Palmieri qui était titulaire pour Mancini, et Spinazzola, évidemment, est passé devant, et là, il s'est reposé pendant plus d'une semaine, donc on espère que samedi, il sera en forme. Mais forcément, évidemment, Spinazzola, ça sera l'une des grosses surprises, on va dire, pour le grand public de l'Euro qui ne le connaissait pas. Est-ce que c'est aussi, Guillaume, une belle revanche pour Roberto Mancini, dont l'expérience en tant que joueur avec la Squadra Azzurra n'a pas été simple dans les années 80-90? Ouais, exactement. Et tout à l'heure, vous parliez des joueurs de champ. C'est vrai qu'il y a les fait rentrer Sirigu, alors... Oui. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Après avoir fait une aile de pigeon, comme on les aime. Exactement. Il y a des films d'ailleurs à Lazio, jadis, qui était très belle. Alors, il faut savoir que si vous a plu, mais l'entrée de Sirigu, certains ont dit oui, c'est un peu de la moquerie pour le Pays de Galles. Bon, non, je suis pas d'accord. C'est un peu fait discuter, mais il faut savoir que Mancini
à la Coupe du Monde 90, il n'avait pas joué une minute. Et je peux vous assurer que c'est une cicatrice qu'il a gardée. Et hier, en faisant rentrer Sirigu, il voulait aussi montrer que, comme je vous disais tout à l'heure, la force du collectif, c'est le groupe. Et voilà, il veut que tout le monde se sente concerné par le projet. Et si on oublie, on va dire, l'entrée de Sirigu, il faut dire qu'il y a tous les joueurs de champ qui avaient joué, même sans ça. C'est vous dire que tout le monde est concerné par ce projet. On a vu à la fin du match, tout le monde a chanté les Nantima des années 90. C'est vraiment, il faut comprendre en France, c'est la force de ce groupe-là. C'est le collectif, c'est l'esprit. Parce que voilà, à part Verratti, on va l'enlever. On n'a pas ce joueur qui ressort du lot. Et en faisant jouer 24 joueurs dans les 3 premiers matchs, c'est dire que on y est les gars, on y est tous. Vous êtes tous concernés, vous allez tous jouer. Et on va, voilà, pour les plus superstitieux, on va peut-être aller au bout. Mais en tout cas, J'adorerais une finale France-Italie. J'adorerais. Voilà, je peux pas dire mieux. Nous, non. Tu m'étonnes. Nous, on préfère pas. Alors, pour vous dire un peu l'état d'esprit en Italie, en France, alors, on garde les pieds sur terre, parce que depuis l'Euro 2000, on va pas se mentir, on fait plus attention. Mais j'imagine qu'avec 9 points, 7 buts marqués et 0 encaissés, on commence à imaginer aller un peu plus loin que les 8e. On commence à y croire. Je vais pas vous mentir, on commence à y croire. Par contre, on sait qu'il y a 2 équipes qui sont plus fortes sur le papier, c'est 2 équipes qui reviennent tout le temps. C'est l'équipe de France, évidemment, et la Belgique, qui, on considère en France, sont vraiment, on va dire, les 2 équipes qui iront au bout. Après, c'est vrai qu'avec ce début d'Euro, on va dire surprenant, avec 3 victoires, avec autant de buts et une série de 30 matchs sans défaite, forcément, on se dit que cette équipe va faire quelque chose. Après, c'était à Rome, on était à domicile, là on va jouer à Wembley, ça va être déjà un autre cadre. Donc voilà, il va falloir aussi voir une équipe entre guillemets à l'extérieur. Mais en tout cas, oui, on y croit, mais on garde les pieds sur terre. Mancini le dit assez souvent. On sait que la France est plus forte et contrairement à vous, moi, j'ai pas hâte de vous croiser sur le. Guillaume Maillard-Pacini, on évoquait il y a quelques instants le remplacement en fin de match de Donnarumma par Sirigu. Donnarumma qui a passé sa visite médicale tout à l'heure en vue d'un transfert au Paris Saint-Germain. Dites-nous un peu ce que peut attendre ce grand espoir du football italien qu'on annonce depuis des années comme le futur plus grand gardien du monde et qui va découvrir la France et la Ligue 1 a priori dès le mois d'août. Bien sûr. Même si on ne sait pas encore comment tout ça va se passer avec le titulaire du PSG, Navas. Le problème de Paris avec Navas. Après, évidemment, je pense que Leonardo a voulu saisir l'occasion de Donnarumma parce que Donnarumma, entre guillemets, gratuitement, même si en principe, il n'y est pas vraiment parce qu'il coûte assez cher quand même au niveau du salaire. Voilà, et au niveau de la prime à la signature pour Mino Raiola. Ouais. Alors, sur le papier, évidemment, tout le monde l'oublie, mais Gigio Donnarumma, c'est plus de 250 matchs en Serie A, il a 21 ans. Ah ouais. Est-ce qu'il est plus fort que Navas ? Parlons clairement, est-ce qu'il est plus fort que Navas là aujourd'hui ? Alors c'est compliqué de le dire parce qu'ils ont tellement un âge différent que là maintenant, je vous dirais non. Bah non. Je vous dirais non parce que Donnarumma a 21 ans et Navas, si je ne me trompe, on a beaucoup 35 d'expérience en Ligue des Champions, bien sûr que non. Donc voilà, 3 Ligues des Champions. Après une telle saison de Navas, c'est compliqué de dire qu'il est plus fort. Mais disons que je comprends entre guillemets ce qu'a voulu faire Leonardo en disant c'est une opportunité et on veut le prendre. Après sur le papier, c'est vrai que moi je peux vous assurer que Donnarumma et son clan n'envisagent pas le prêt du tout. C'est pas une option. Benjamin, mais alors du coup c'est quoi l'option Guillaume ? C'est lui il vient en se disant je veux me battre pour la place de numéro 1 ? Totalement. Alors c'est là, alors d'accord, j'entends ce que vous dites Guillaume, mais du coup c'est la direction sportive du Paris Saint-Germain que je comprends plus alors. Si tu prends Donnarumma, effectivement, le gratuit entre guillemets, parce que la prime à son agent, je crois que c'est 20 ou 30 millions, je sais plus. C'est pas tout à fait gratuit. Bon d'accord. Entre lui et son agent, je crois qu'on atteint pas loin de ce montant-là. Si tu prends Donnarumma, effectivement, c'est une belle occasion. Tu le prête pendant un an de 2 ans, le temps que Navas termine son parcours au Paris Saint-Germain. Là, c'est cohérent, t'assures la continuité, la poursuite du but parisien avec la fin de carrière de Navas qui approche évidemment peut-être à horizon 2 ans. Par contre, aujourd'hui, alors que ça y est, le poste de gardien de but au PSG est enfin sécurisé. On a un vrai numéro 1 et on a un vrai numéro 2. On peut discuter. Mais on n'a pas de numéro 2. Comment tu peux dire qu'on a un vrai numéro 2 qui est moins fort ? Qui est bien moins fort que le premier numéro 2. C'est le but d'avoir un numéro 2. Sinon, il n'est pas numéro 2. Numéro 2, il est numéro 7, objectivement. Au PSG, Alex, on a parlé de Sirigu tout à l'heure. On en a essayé des gardiens. On a essayé d'avoir 2 numéros 1. Sirigu, Trapp, Areola, je ne sais plus qui. Ça n'a Buffon.
c'était un bide intersidéral. Tu ne peux pas traiter un gardien, ça ne marche. Dans quel club européen ou dans quelle sélection ça marche d'avoir 2 numéros 1? Attends, ça ne marche pas. Donc alors que tu avais solutionné le problème des gardiens. Barthez en équipe de France. Ah ouais, t'as vu le reportage hier sur l'équipe, ils se détestent. Ils sont champions du monde. Ils sont champions du monde et champions d'Europe. Peu importe, ils sont champions du monde. Non mais j'entends, Navas est un immense gardien. Là tu vas refoutre la merde dans la hiérarchie des gardiens. Il a fait. Tu prépares l'avenir et tu injectes un peu de concurrence. C'est tout. Après tu peux définir. C'est pas parce que tu définis une hiérarchie qu'après elle peut pas être remise en cause à un moment dans la saison. Rien n'est gravé dans le poste de gardien n'est pas un poste un peu particulier. Il faut que dès le début de la saison les choses soient très claires. C'est pas parce que c'est un poste particulier que ça doit être un poste protégé que tu peux pas injecter de la concurrence. D'autant plus avec un jeune gardien, comme ça tu prépares l'avenir. Mais quel est mais pourquoi Navas partira titulaire la saison prochaine normalement. Il fera encore une saison, dans un an il a 36 ans. Là c'est pas pareil d'avoir Donnarumma sur le banc qui va pousser, c'est pas pareil. On t'a écouté Benjamin. Non mais il a 21 ans. Là on est en train de faire un coup au Paris Saint-Germain de se dire on prend un gardien sur 5 ans qui est l'un des meilleurs gardiens, peut-être le meilleur gardien du monde demain dans 2 ans, 3 ans et gratuitement. Comment tu peux leur reprocher le meilleur gardien du monde aujourd'hui? Il a 35 ans. On prépare peut-être l'avenir au PSG. Guillaume Maillard-Patini, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On peut lire avec grand plaisir vos analyses sur le site d'Eurosport. À très bientôt. Une dernière chose. Bien sûr. Il y a 2 facteurs pour le prêt évidemment, c'est que si le PSG vient à le prêter demain, il y a le problème du salaire parce qu'il va prendre entre 10 et 12 millions d'euros. Quel club aujourd'hui pourrait mettre 10 et 12 millions d'euros pour un gardien, si ce n'est le PSG qui pourrait dans ce cas-là prendre l'intégralité du salaire? Moi je connais pas un club aujourd'hui qui pourrait payer autant pour un gardien. Ou alors le PSG dit on est généreux, on vous paye le salaire, mais payer 12 millions d'euros pour un joueur en prêt, ça me paraît quand même très étonnant. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, la volonté de Donnarumma qui est titulaire en sélection italienne, qui demain on lui dit on te prête par exemple à la Roma, ce qui ne sera probablement pas le cas, pour lui c'est quasiment vexant en se disant vous m'avez acheté mais vous me prenez dans la foulée. Donc voilà, je peux vous assurer que Donnarumma de son côté, lui, arrive au pays en disant je vais jouer mon poste, je veux dépasser merci beaucoup. Bien pour jouer. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous. À très bientôt dans Classico. Merci. Au revoir. Merci. Il nous reste 1 minute dans Classico. On va terminer. C'est énervant, c'est frustrant. Avec le traditionnel quiz spécial ce soir. Portugais joué en Ligue 1. Qu'est-ce que c'est? Spécial portugais, joueur portugais. D'accord. Mais quand tu dis portugais, qu'est-ce que tu entends par Ne cherche pas, c'est un précis comme d'hab. Je suis désolé, Pires, il a une partie de portugais. Non, portugais. Il nous reste moins d'1 minute. Pedro Miguel Pauleta. Non. Ah, pardon. Jouant actuellement, pas dans les annales. Je sais pas que tu sois précis, mon sang. Jouant en Ligue 1. Okay. Non pas ayant joué. J'ai compris. Danilo Pereira. Très bien, Benjamin, 1 point. Rosine, t'es notre spécialiste portugaise. Non, mais un joueur portugais qui joue actuellement en Ligue 1. Ne gagne Ligue 1. pas du temps, vas-y. Éliminé. Renato Sanchez. Bah oui. Anthony Lopez, le gardien de but. Le défenseur José Fonte. Oui. Bien. Ah, t'es mal. Luis Araujo. C'est cadeau ça. Attends, mais Rosine est disqualifiée, elle en a même pas un. Vas-y, on continue. C'est un scandale. Il nous reste 30 secondes. Alex. J'ai gagné, hein. Attends, ça va, je peux réfléchir ou pas? À Nice. Oui, Ronny Lopez. Oui. Pourquoi tu prends l'accent pour les Mais je sais pas, en plus, il prend un accent de russe. Ça n'a rien à voir. À Angers, il y avait Mathias Pereira. Merci à toutes et à tous. J'ai gagné quoi? Une ardoise avec une colle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans ce nouveau numéro de Classico. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur notre site, en vidéo sur la page YouTube de Radio J. N'oubliez pas de nous mettre les fameuses 5 étoiles que nous attendons tous avec impatience tous les mardis matins sur Apple Podcast. Rendez-vous mercredi soir à 21h pour le live notamment sur Facebook Live de Radio J et sur Twitch. Grosse soirée. Portugal-France, merci à toutes et à tous de votre fidélité. La soirée continue en compagnie de pour le festival oriental. Vive le foot, à lundi prochain.